Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce mardi 13 mars dans l'actualité du jour. Il y a 2 ans, le 13 mars 2016, la Côte d'Ivoire a été attaquée par des terroristes. Ils ont pris d'assaut à la Kalachnikov, la plage de Grand Bassam et 3 établissements hôteliers qui se trouvent à proximité. Le pays se souvient en ce jour anniversaire. Depuis hier lundi, la Banque africaine de développement BAD a mis à disposition des dirigeants africains les perspectives économiques pour l'année 2018. Ces rapports portent sur l'Afrique de l'Ouest et sur l'Afrique du Centre. 2 semaines après le vote d'une résolution exigeant un cessez-le-feu en Syrie, toujours pas d'accalmie. Les États-Unis ont déposé lundi à l'ONU une nouvelle résolution pour un cessez-le-feu immédiat, dénonçant l'attitude de Moscou et de Damas. Bienvenue à tous dans ce 13h sur RTI 1. Aujourd'hui 13 mars, la Côte d'Ivoire se souvient. Il y a 2 ans, une attaque terroriste faisait 19 morts, dont 3 soldats ivoiriens dans la ville historique de Grand Bassam. 13 mars 2016, 13 mars 2018, le pays rend hommage à ces disparus. Le vice-président ivoirien est rentré hier soir de New Delhi. Daniel Kablan-Duncan revient du premier sommet de l'Alliance solaire internationale où il a également rencontré un grand nombre d'hommes d'affaires indiens. Et dès son arrivée à l'aéroport, il a fait un point de son séjour en Inde. Nous l'écoutons. Il y a globalement 61 pays qui ont pris part à cette rencontre, dont 31 ont déjà ratifié l'accord. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que d'ici 2030, on mobilise 1000 milliards de dollars, vous voyez, des sommes vraiment importantes, de manière à pouvoir installer, à travers ces tropiques du Capricorne, du Cancer, une capacité de 1000 gigawatts. Les objectifs fondamentaux, c'est notamment de recenser tous les projets de solaire. Premier point. Deuxièmement, d'obtenir des financements qui soient concessionnels. Et troisièmement, de faire en sorte que la formation, justement, dont on parlait, soit bonne et, disons, étendue, de manière que c'est puisse être utilisé donc, dans tout l'espace, disons, entre les tropiques des Capricornes et des Cancers. Et enfin, disons, que faire en sorte que les coûts des matériaux utilisés en matière d'énergie solaire baissent. Le point du vice-président ivoirien. À New Delhi, il a rencontré des hommes d'affaires indiens, potentiels investisseurs en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Aboula. Sur le tarmac de Air Force Station Palam de New Delhi ce lundi, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, tout sourire, juste le temps d'un au revoir avant que son avion ne prenne la direction d'Abidjan. C'est donc le départ pour un retour au pays 24 heures après sa participation à la première édition du sommet de l'Alliance solaire internationale tenu les 10 et 11 mars 2018 dans la capitale indienne. Sommet en marge duquel le vice-président ivoirien a échangé avec plusieurs personnalités, pour la plupart des opérateurs économiques indiens désireux d'investir en Côte d'Ivoire. Je suis très heureux d'avoir rencontré le vice-président avec qui nous avons échangé sur la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Le champ de notre coopération s'élargit de jour en jour et le volume de nos échanges augmente régulièrement. Et l'Inde a la capacité, en termes d'expertise et de moyens, pour appuyer la Côte d'Ivoire à atteindre l'objectif d'émergence en 2020. We have been associated with Ivory Coast. Nous sommes une société et nous sommes intéressés par le transport en Côte d'Ivoire. Et nous avons, avec le gouvernement ivoirien et les transporteurs en Côte d'Ivoire, nous avons passé un contrat pour la livraison de 3600 véhicules. Des rencontres B2B portées généralement sur les infrastructures économiques, le secteur de l'industrie pharmaceutique dans le domaine de la santé, sur le secteur de l'agro-industrie dans le domaine de l'agriculture et sur l'énergie solaire. En outre, le vice-président Daniel Kablan-Duncan lui-même est allé à la rencontre du Premier ministre indien Narendra Modi. L'entretien d'environ 30 minutes a certainement permis aux 2 personnalités d'évoquer les relations bilatérales.
Dans 3 jours, l'inauguration de l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. La construction et l'équipement entièrement financés par la Fondation Children of Africa pour un montant de 25 milliards de francs CFA. Et avant l'ouverture du 16 mars, une conférence de presse au cabinet de la Première Dame. Vijanaïma. L'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville est prêt et sera inauguré ce vendredi 16 mars 2018. C'est un grand hôpital de niveau 3 qui offre autant de soins qu'on peut trouver dans les CHU, voire même plus. Les créateurs et concepteurs de ce nouvel hôpital de pointe sont la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et sa fondation Children of Africa, ainsi que toutes les bonnes volontés qui, sur place en Côte d'Ivoire et à travers le monde, ont apporté un soutien financier à la Fondation Children of Africa pour construire et équiper cette infrastructure hospitalière dont l'objectif est de lutter contre la mortalité encore élevée des enfants ainsi que celle des femmes en couche. 25 milliards de francs au total, c'est ce qu'a coûté la réalisation de l'hôpital. L'ouvrage désormais prêt à fonctionner, les soins dispensés seront-ils à la portée de l'Ivoirien moyen? Quels sont les atouts de cet hôpital? Autant de questions auxquelles le conseil d'administration et la direction de l'hôpital ont accepté de répondre à l'occasion d'un point de presse ce lundi au cabinet de la Première Dame. Nous avons un plateau technique très moderne qui s'articule autour d'un laboratoire d'analyse médicale, donc qui est ouvert aussi aux hommes, d'une imagerie médicale avec IRM, échographie, tomosynthèse pour le mammographe, etc. Et je voudrais préciser en ce qui concerne l'imagerie que nous avons développé des coopérations qui nous permettent de faire du télédiagnostic. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand un examen radiologique, de scanner, IRM, peu importe, est fait, quand on a des difficultés, des incertitudes par rapport à l'interprétation, parce que c'est quand même très important, on est en contact avec des hôpitaux en France et quand on a des doutes pour certaines interprétations, les équipes qui s'associent à nous en France nous aident dans l'interprétation. La particularité de notre hôpital, c'est que c'est un établissement qui est privé mais à but non lucratif. L'hôpital accueillera 75% d'assurés et de patients qui paieront directement. 25% des activités sont réservées aux économiquement faibles. Ces derniers paieront cependant un ticket modérateur de 1 000 francs pour les consultations, 3 000 francs pour les analyses et explorations radiologiques, quel que soit leur nombre, et 5 000 francs pour une hospitalisation ou une intervention chirurgicale. Et là encore, quelle que soit la durée du séjour du patient. Ce sont au total 495 employés qui vont faire fonctionner l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Au sein du conseil d'administration et de la direction de l'hôpital, l'équipe managériale est composée de professeurs en médecine et d'administrateurs ivoiriens et français, soudés tous autour d'un même objectif, tenir le pari. Depuis hier lundi, la Banque africaine de développement BAD a mis à disposition des dirigeants africains les perspectives économiques 2018. Ces rapports portent sur l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans la zone ouest africaine, la croissance a rebondi de 2,5 et devra atteindre les 3,8% en 2018 après avoir stagné à 0,5% en 2016. Noël Niagno. La BAD, Banque africaine de développement, innove. Depuis ce lundi, l'idée lancée le 17 janvier par le président du groupe de la BAD a pris forme. Les décideurs africains ont en leur possession un outil de décision économique. Je pense que l'édition 2018 des perspectives économiques de l'Afrique démontre l'ambition de la BAD de jouer un rôle majeur dans la génération des connaissances sur les économies africaines. Donc c'est une réaffirmation du rôle de premier plan que la BAD souhaite jouer dans ce domaine. Sur cette base, 2 rapports sont produits. Ils portent l'un sur les perspectives économiques de l'Afrique de l'Ouest et l'autre sur celles de l'Afrique centrale. De ces 2 rapports, il ressort que les perspectives sont globalement bonnes pour ces 2 composantes clés du développement économique de l'Afrique, avec un meilleur tableau pour l'Afrique de l'Ouest. Nous prévoyons une accélération de la croissance en Afrique de l'Ouest en 2018 et en 2019,
après un léger ralentissement en 2017. Et pour consolider cette reprise de la croissance, les pays doivent continuer leurs efforts de mobilisation de ressources, d'investissement dans les secteurs stratégiques de l'économie tels que l'énergie, le développement du secteur agricole, renforcer aussi l'intégration régionale et mettre l'accent sur le secteur industriel et manufacturier aussi. Il faut cependant noter une convergence au niveau des deux rapports, l'épineuse équation de la création d'emplois. Les rédacteurs du rapport indiquent des champs à explorer. Il s'agit essentiellement de continuer à mettre l'accent sur les secteurs capables de relancer l'économie, mettre l'accent sur le secteur agricole, sur l'agro-industrie, continuer à développer l'énergie, parce que vous savez, l'énergie, c'est très important pour les activités économiques. Prendre aussi des mesures pour développer le secteur manufacturier, renforcer l'intégration régionale pour encourager les échanges économiques et créer une demande forte pour les différentes économies qui va permettre de créer des emplois. Voilà qui va donner du grain à moudre aux chargés de création d'emplois en Afrique. Dans le cadre de la relance des projets de développement urbain, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a effectué une mission pour aider la Côte d'Ivoire à une meilleure mise en œuvre de son schéma directeur du Grand Abidjan. Cheikh Koné. Avec 25 millions d'habitants et une population urbaine estimée à 53%, la question de la planification urbaine est devenue une préoccupation majeure en Côte d'Ivoire. Pour pallier cette difficulté, le gouvernement prépare le projet de création d'un organisme d'aménagement chargé de coordonner toutes les activités relatives à l'aménagement de la ville d'Abidjan. La présence en terre ivoirienne de la délégation de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de l'Île-de-France, IAU-IDF, répond à ce besoin. Nous, on vient ici à la demande du ministre pour trouver une solution originale qu'on va construire ensemble. On ne va pas vous balancer, on ne va pas vous donner des choses toutes faites. On va réfléchir ensemble, faire plusieurs scénarios, et sur cette base-là, les décideurs décideront. Nous ne sommes là que pour apporter des idées. Au programme de la mission de l'IAU-IDF, plusieurs rencontres sont prévues avec les structures en charge de la planification en Côte d'Ivoire, le BNET, le PRECI, le district d'Abidjan et les principaux bailleurs de fonds. Cette rencontre vise à faire un diagnostic de ces structures et de proposer une approche qui permette une gestion urbaine plus inclusive. Nous sommes tous en train de voir comment et de quelle manière on peut mettre en place cet outil-là. C'est pour ça que nous avons demandé à l'IAU de venir pour qu'elle puisse nous faire des suggestions par rapport à cela. Notre volonté commune, que ce soit au niveau du district, que ce soit au niveau des autres ministères, au niveau du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'on puisse améliorer la fonctionnalité de la ville d'Abidjan. En sollicitant l'expertise de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de l'Île-de-France, IAU-IDF, le gouvernement veut s'appuyer sur des partenariats fiables pour se doter d'une meilleure planification urbaine. Cette mission, prévue du 12 au 16 mars prochain, fait suite à la visite effectuée à Paris en novembre 2017 par le ministre Claude Isaac Dey en marge du Salon international des innovations pour le bâtiment et l'architecture. Les travaux de la 62e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies ont débuté ce lundi à l'ONU. La Côte d'Ivoire est représentée par une délégation d'une 50aine de personnes et ce mardi, la ministre ivoirienne de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné, va livrer le message de la Côte d'Ivoire. Insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés de Côte d'Ivoire, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique fait face aux diplômés et étudiants en électronique de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il les a exhortés à avoir le goût de l'entrepreneuriat. Soro Corona. Échange entre le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique et les diplômés et étudiants en électronique de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Un seul point débattu au cours de cette rencontre, l'entrepreneuriat. Sidi Touré a d'entrée de jeu présenté la situation de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Le ministre en charge de la jeunesse a exhorté les diplômés et étudiants en électronique à se tourner vers l'entrepreneuriat, la seule alternative efficace contre le chômage des jeunes. Le programme national d'incubation de start-up répond à la nécessité de promouvoir l'insertion socio-économique et l'autonomisation des jeunes en facilitant la création et le développement d'un tissu de micro-entreprises compétitives à fort potentiel et de croissance d'emploi et de développement.
Il s'agira en effet de lever ces deux contraintes majeures qui expliquent en partie la compétitivité insuffisante des entreprises nationales et le peu d'engouement pour la démarche entrepreneuriale. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a rassuré les diplômés de l'INPHB du soutien de l'État à accompagner toute initiative allant dans ce sens. Cette rencontre d'échange est une initiative du réseau des diplômés et étudiants en électronique de l'INPHB. Le ministre Sidi Touré a visité des stands des étudiants. Les étudiants ont présenté leurs inventions. Cette journée est à sa 3e édition. L'Agence Emploi Jeunes se dote d'une nouvelle plateforme technologique, un portail numérique pour aider à résoudre la question de l'emploi des jeunes et du financement de leurs projets. Serge Coléa. La nouvelle plateforme technologique de l'Agence Emploi Jeunes est disponible. C'est un site relooké, plus attrayant et plus dynamique pour répondre aux attentes des jeunes en termes d'emploi et de financement de projets. Améliorer sensiblement la présentation du site, faciliter la recherche des informations pour les usagers du site et derrière, dans le back-office, faire en sorte que la gestion de cette information soit faite de la façon la plus optimale possible. Pour le ministre Sidi Touré, cette nouvelle plateforme technologique va favoriser davantage l'accès des jeunes à de nombreuses opportunités. Chers amis jeunes, je me félicite de cette initiative et je voudrais indiquer que cette plateforme est principalement la vôtre. Je vous invite donc à vous l'approprier afin de bénéficier de tous les services de l'Agence Emploi Jeunes en termes d'emploi salarié et de financement de vos projets. Cette invitation, bien sûr, va également à l'endroit des chefs d'entreprise. À juste titre, la nouvelle plateforme dispose d'un espace exclusivement dédié à nos chers partenaires qui nous accompagnent dans notre noble mission, celle de mettre les jeunes Ivoiriens au travail. Cette plateforme est le fruit de la collaboration entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique et l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC. Incendie au grand marché d'Agboville dans la nuit du dimanche. Aucune perte en vie humaine, mais les 3/4 de ce marché de l'Agné-Bichiassa sont partis en fumée. Devant ces énormes pertes matérielles, les commerçants restent inconsolables. Ils ont reçu sur place la visite d'une délégation du conseil municipal. Eugène Atoubé. Hier, à Bengourou, Yamoussoukro, Soubré et aujourd'hui à Agboville. Encore un marché qui a brûlé. Le grand marché d'Agboville totalement ravagé, plongeant les commerçants et les principaux animateurs dans la désolation et la tristesse. Les dégâts matériels sont énormes, mais aucune perte en vie humaine. Le temps est à l'appel, à l'aide. On a tout perdu. Pain et bijoux, on a tout perdu. Même magasin, tout est brûlé. Je ne peux même pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Il y a eu beaucoup de dégâts. On a perdu des trucs. Ceux qui ont eu la chance de faire sortir, il y a des pillages. Ils ont tout volé. On a tout perdu. On ne sait pas que faire. Tout s'est passé dans la nuit du dimanche aux environs de 19 h, selon des témoignages. À la vue des flammes, les pompiers civils ont accouru à l'appel des populations. Ils ont même bénéficié du soutien des responsables de la sécurité incendie de l'usine de textile de la localité. Et finalement, ce n'est que vers 23 h que les pompiers civils ont pu venir à bout des flammes. Après le sinistre, les commerçants lorgnent du côté des autorités administratives et les élus locaux, le maire notamment, qui s'associe à la douleur des commerçants sinistrés. Nous sommes venus pour regarder, dire Yako à tous ceux que nous allons rencontrer et vraiment nous faire une idée de l'ampleur du dégât. Parce que comme vous le constatez avec nous, vraiment les dégâts sont énormes. Mais à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas véritablement chiffrer, dire quoi que ce soit. Nous constatons tous et nous déplorons tous et nous pleurons tous aussi avec nos commerçants. Les causes de l'incendie du grand marché d'Agboville, brûlé aux 3/4, alimentent encore les conversations dans tous les milieux dans la ville. Les uns évoquent un court-circuit, les autres la thèse criminelle. En attendant l'ouverture d'une enquête pour s'en assurer, les populations sont encore dans l'expectative et les victimes, elles, pleurent encore leurs dommages.
Une page santé, le programme national de lutte contre les hépatites virales et les artistes gospel sensibilisent les populations. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'hépatite virale B touche chaque année 2 milliards de personnes dans le monde et à l'échelle nationale, le taux de prévalence est de 13%. Davis Oyo et Franck Quadio. Elles sont la première cause du cancer du foie et de cirrhose en Côte d'Ivoire, avec un taux de prévalence de 13% pour les hépatites virales B et 3 à 4% pour l'hépatite C. Ces pathologies constituent un véritable problème de santé publique. Les hépatites B, C et D se transmettent essentiellement par le sang, les rapports sexuels non protégés, la salive et la transmission mère-enfant, tandis que les hépatites A et E se transmettent par la sueur, la mauvaise hygiène individuelle et corporelle et un environnement insalubre. Face aux dangers que constituent les hépatites virales appelées encore tueurs silencieux, les artistes gospel s'impliquent, ils sensibilisent les populations. Nous avons pensé que en menant cette activité de contribution à la lutte, ça pourrait davantage aider la population à prendre conscience de plus en plus et à prendre des dispositions. Nous organisons donc des conférences publiques dans des communes. Nous avons offert environ 500 doses de vaccins aux enfants démunis de Port-Boué. Des artistes accompagnés dans leurs actions par le programme national de lutte contre les hépatites virales. Le directeur du programme invite les populations à prendre des mesures de prévention. Pour éviter les hépatites virales A et E, il est conseillé de bien se laver les mains chaque fois qu'on sort des toilettes. Bien nettoyer les aliments lorsqu'on veut les consommer crus. En ce qui concerne les hépatites virales B, C et D, il faut éviter d'être exposé au sang. Nous recommandons les rapports sexuels protégés lorsqu'on ne connaît pas le statut de sa partenaire. Et aux femmes enceintes, nous leur demandons de se faire dépister pendant la grossesse. Et ça, ce sont les mesures de prévention en ce qui concerne l'éducation et la sensibilisation des populations. Mais vous avez également la vaccination. En Côte d'Ivoire, le vaccin contre l'hépatite virale B a été introduit dans le programme élargi de vaccination depuis 2002 par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les enfants de 0 à 1 an bénéficient de la vaccination gratuite contre les hépatites virales A et B. Une autre maladie pas toujours connue, la drépanocytose. La fondation LIA lutte contre la maladie. Elle vient de lancer ses activités pour l'année 2018. L'objectif majeur est de contribuer à la prise en charge de la drépanocytose ici en Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Cette rencontre a réuni les représentants des institutions, les directeurs d'école et professionnels de l'éducation et le corps médical. Une occasion pour la fondation LIA de porter la réflexion sur l'impact défavorable de la drépanocytose, et ce, sur le cursus scolaire des enfants. La drépanocytose est cette maladie qui, en raison de sa fréquence élevée, est une priorité sanitaire mondiale reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La drépanocytose est une maladie génétique qui se transmet par les parents lorsque les deux parents ont le gène de la maladie. Lorsqu'ils se marient, ils le transmettent à leurs enfants. C'est une maladie qui touche les hémoglobines qui sont mal formées et qui crée de grosses crises, des douleurs aux enfants et qui touchent tous les organes. Pour la Fondation LIA, c'est grâce aux efforts de chacun que l'on pourra créer une véritable synergie en faveur de la prise en charge de la drépanocytose en Côte d'Ivoire. Au niveau de la scolarité, l'enfant peut se trouver affecté de différentes manières. Donc, qui crée beaucoup d'absentéisme, d'hospitalisation. Et le fait que la maladie soit méconnue et qu'elle ne soit pas diagnostiquée dès le jeune âge fait que les enfants sont malades et qu'on ne sait pas pourquoi ils le sont. La Fondation LIA est un organisme privé ivoirien dont l'objectif est de défendre les intérêts des malades atteints de la drépanocytose et de porter assistance à leurs familles. 4e jour du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa 2018. Le Massa, c'est aussi des spectacles d'humour. Adama Daiko a donné un spectacle intitulé Le Chef. L'humoriste ivoirien aborde des sujets politiques, des faits de société et il parle aussi du terrorisme avec une bonne dose de légèreté. Isaïo. Adama Daiko, candidat aux élections présidentielles. Je me rends à Dakar en pleine conférence de presse. Moi, je suis journaliste sénégalais, je voudrais savoir c'est quoi la démocratie. Il a du talent à revendre. Il met à profit son passage au Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan, pour séduire des acheteurs. Habillé en tenue de la confrérie d'Ozo, chasseur traditionnel,
L'humoriste Adama Daiko, à travers son spectacle intitulé Le Chef croque le sujet d'actualité politique. La politique, c'est comme une drogue. Ce n'est pas celui qui la consomme qui a les effets. Mais ce sont ceux qui entourent le consommateur qui prennent le pot cassé. Le langage des chiffres, les faits de société et bien d'autres sujets sont traités par le comédien avec délectation. Séri se rend à l'hôpital de Gagnon parce qu'il a appris que son frère Atea est dans le coma depuis 1 mois. C'est la solidarité. Et voilà Séri. Séri, à l'hôpital de Gagnon. Son frère Atea est couché là, en réanimation. Il regarde, il observe. Il dit à la vie là, c'est derrière. Type d'affidéra, il saute. Il danse ses zigribiti. C'est lui là, couché là, même un crédit il ne peut pas faire. Ah, du riz qui est au fur, on ne pressait pas pour manger, ça va cuire un jour. Tout ça, c'est pour se consoler. Présence scénique, aisance gestuelle, texte critique sont autant d'atouts appréciés par les spectateurs. J'ai passé tout le temps à rire. Le président Daiko, c'est une icône de l'humour en Côte d'Ivoire. Il décortique l'actualité politique véritablement avec minutie et vraiment beaucoup de tact. Il est fort. Pendant 1 heure, Adama Daiko tient le public en haleine. Il se produira pour la seconde fois avec le même spectacle ce mardi 13 mars à l'Institut français. Ah mais il semble que Niamey c'est loin, ah c'est loin. Il renverse la carte, il cherche. Également en attraction au Massa, les balafoninistes de la région de la Bagoué, un instrument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Serge Coléa. Le message de la paix, et c'est ce que nous lançons en Bambara. Il s'appelle Berté Zanga, de son nom d'artiste, le coq de la Bagoué. C'est lui qui donne le ton du spectacle, offert par le groupe Yegele Niyale. Ces maîtres du balafon, venus de Kouto dans le département de Boundiali, prennent ensuite le relais pour distiller des notes pures qui témoignent de toute l'essence de la culture des Sénoufo de Côte d'Ivoire. En attendant de monter sur scène, Koné Sionfolo, chef d'orchestre et artiste fabricant de balafons, ainsi que ses hommes, égayent les visiteurs du Palais de la Culture. Mon rêve, c'est avoir une école de balafon, enseigner les enfants pour ne pas que la culture perde. Valoriser le balafon de Côte d'Ivoire, instrument de musique traditionnelle classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, telle est la vision de Yegele Niyale. Le groupe a le soutien du président du conseil régional de la Bagoué, qui se réjouit de ce passage au Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. La culture du balafon n'est pas que le fait de taper, c'est des messages qui sont donnés, c'est des enseignements qui sont donnés. Et l'école du balafon, c'est apprendre aussi au monde comment pouvoir jouer ce balafon. Notre frère qui est là, non seulement il en fabrique, il en joue et il enseigne. Le Yegele Niyale se produit le jeudi 15 mars à la place Inch'Allah de Koumassi et le vendredi 15 à Yopougon Figayo dans le cadre du Massa Festival. Et le Massa se poursuit jusqu'au 17 mars prochain. Dans l'actualité internationale, 2 semaines après le vote d'une résolution exigeant un cessez-le-feu en Syrie, toujours pas d'accalmie. Les États-Unis ont déposé lundi à l'ONU une nouvelle résolution pour un cessez-le-feu immédiat en dénonçant l'attitude de Moscou et Damas qui n'ont jamais eu l'intention d'appliquer une trêve. Depuis plus de 3 semaines, 1170 civils ont péri, dont 241 enfants et plus de 4400 ont été blessés depuis le lancement d'une campagne de bombardement intensive autour donc de cette partie.
La première ministre britannique accuse la Russie de l'empoisonnement de l'ex-espion Sergei Skripal dans le sud de l'Angleterre. Theresa May a exigé des explications sous 24 heures dans une déclaration devant les députés britanniques hier lundi. Elle a ajouté que si la Russie ne fournit aucune réponse crédible, la Grande-Bretagne conclura que cet acte équivaut à un usage de la force sur son territoire. Moscou, de son côté, accuse Londres de propagande. Et en sport athlétisme, pour terminer, la sprinteuse ivoirienne Muriel Auré est attendue en début de soirée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La championne du monde d'athlétisme en salle rentre de Birmingham en Angleterre. Elle vient présenter sa médaille d'or à la Côte d'Ivoire. Voilà pour ce 13h. Merci de votre attention. Je serai ravie de vous retrouver pour le journal de 20h, toujours sur RTI 1.